Il arrive, hein, je n'étais pas toute seule. Mais là, ça parle là, derrière. Là. Non, non. Ah bon voilà, tu reprends une position haute. Ce qu'il aime là, c'est que ça fasse comme une maison. Ça fait une cabane. Ben oui. C'est génial les animaux. Moi j'adore cette fidélité, c'est vraiment cette attention à l'autre. Pas Stan, je déteste ça. J'en veux pas. Tu me réponds. Tu te tais, machinette? Je te signale que tu m'appelles pas non plus. Si, je t'appelle Sonia tout le temps. Tout le monde est là, tu crois? Je veux que ça s'agite partout. Il y a des frères qui parlaient. Il manque pas de monde. Ils sont répartis là-bas. C'est bien quand on les a. Bien les répartis là-bas. Un petit souvenir. Ton copain va me casser la gueule, j'ai peur. Et les derniers de la classe, là-bas, ils peuvent être transsages. C'est parti. Donc cet après-midi, nous recevons donc notre chère collègue Virginie Maiglet, qui est psychanalyste et membre de l'APE, qui va nous dire et nous parler de pourquoi la paix ne saurait-elle s'opposer à la guerre. Ouais. Bonjour Virginie. Bonjour Stanislas. Et c'est quand tu veux. Monde, voilà. Oui, bonjour, merci d'être là. C'est un jour, c'est assez particulier pour moi de ce sujet, parce qu'il y a encore quelques années, j'aurais peut-être pu l'aborder d'une façon un peu intellectuelle, conceptuelle, et puis, ou faire semblant de l'aborder comme ça, tout en étant ébranlé à l'intérieur. Et puis, entre-temps, il y a eu une de mes sœurs qui a sorti un livre qui s'appelle « Vivre », de Vichy au camp de concentration de Buchenwald, Dora Mittelbaum, Nosthausen, et qui est le témoignage recueilli le jour de la libération, quand mon père, parmi d'autres, a été libéré, accueilli à l'hôtel Lutetia. Et là, il y a eu un témoignage recueilli à vif sur ce qu'il avait vécu pendant ces années dans les camps. Et donc la guerre, pour moi, c'est ça. La guerre m'habite. Sans mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît. Hein. On ne se conserve pas. Non, mais bref, tant qu'à en faire, on aurait pu dire, hein, ça peut arriver. Et donc la guerre m'habite, et c'est vrai que j'ai, depuis enfant, avant de le savoir de la façon, j'ai toujours été, ce qu'on pourrait dire, pacifiste pour la paix et d'une façon contre la guerre. Et puis là, ce titre m'est venu, c'est parce que je pensais à l'amour et à la haine avec mais entre autres, Mélanie Klein et d'autres, on a tendance à opposer l'amour et la haine. Et moi, je me suis dit, excusez-moi si je parle un peu de moi aujourd'hui, mais la haine peut s'opposer à l'amour, mais l'amour ne peut pas s'opposer à la haine. Pourquoi je dis ça? Alors, quelque part, dès que je le dis, ça me semble évident. Je ne sais pas si ça peut être évident pour vous. C'est qu'effectivement, ce n'est pas de la même nature. C'est pas la même nature. Il y a quelque chose de l'ordre de la haine. Je dirais presque l'amour, c'est la vie. On donne vie. Hein, on donne par l'amour. Et puis, il y a cette espèce de parasite infect qui s'appelle la haine, mais qui parfois nous habite aussi ou qui nous surprend. Hein, mais donc, c'est pas... Moi, j'ai envie, c'est mon utopie
en tout cas, même dans ma pratique, de penser la vie en tant qu'amour ou l'amour en tant que vie et de réfléchir à ce que c'est que la haine. Et par rapport à la guerre, c'est pareil, je me dis, on dit guerre et paix, et ça c'est bon, il y a Tolstoï, on a lu Tolstoï et ça, mais là aussi c'est mis en dualité, la guerre et paix ou guerre ou paix, hein, et on voit que justement la paix est souvent définie en tant qu'état de non-guerre. Elle est définie en fonction de la guerre. Mais si la paix s'attaque à la guerre, si elle rentre en guerre contre la guerre, c'est plus la paix. Tandis que la guerre, ben oui, elle vient perturber la paix. Donc ce serait comment finalement penser la paix indépendamment de la guerre, sachant en contrepartie que les guerres existent et que nous, en tant que psychanalystes, on est au cœur de ça, parce que à l'origine des guerres, ce sont des conflits. Et les conflits, c'est ce qui vient se passer dans les séances. Ce sont les conflits intrapsychiques, interrelationnels, intrafamiliaux et sociaux. Voilà. Donc c'était une question de départ. Alors moi, je vais vous proposer comme ça quelques réflexions. Et puis, je vais voir si j'ai le courage de lire, mais pas les plus atroces, mais quelques passages de ce bouquin-là, de ce livre-là. Je peux le lire si tu veux. Voilà, peut-être, ouais, volontiers. Parce que, volontiers, très volontiers, merci. Parce que la guerre, voilà, c'est pas ce discours, c'est pas les écrans télévisés, c'est pas boum boum loin et toute l'atrocité. C'est quelque chose qui se vit aussi dans nos chairs, qui dans nos âmes aussi, qui est effectivement aussi bien physique que psychique. C'est là où dans la démarche, je me dis, même si c'est de la thérapie par la parole essentiellement, je pense que c'est quand même l'être entier, physique et psychique, psychosomatique à qui on s'adresse, et comment il y a vraiment les traumatismes physiques et psychiques. Voilà, là je me coupe parce que je me disais aussi, d'avoir une m'amuser. L'an dernier, j'étais habillée en blanc, et j'aime bien le blanc, c'est naturel. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'étais incapable de m'habiller en blanc. J'étais vraiment, c'est bizarre. Alors là, du coup, je me suis dit, mais c'est idiot ce que je fais. C'est que j'oppose le blanc au noir. Mais non, c'est pas si simple que ça. Je pense que le deuil, c'est pas là. Il y avait quelque chose voilà. C'était. Voilà. Alors, donc, évidemment, j'ai commencé en disant comme ça. Il y a aussi deux phrases. Alors, j'ai aussi quelque chose qui est peut-être étrange à poser, mais comme j'y tiens, je pense qu'en fait, la guerre, c'est quand même essentiellement une affaire de mâle, pour pas dire d'homme ou d'humain, d'homme. C'est quand même les hommes qui font les guerres, les généraux qui partaient en guerre, et les femmes qui restaient. Hein, et alors, ça ne veut pas dire que c'était des saintes, mais il y a quand même quelque chose là. Et donc, il y a aussi tout un vocabulaire guerrier, et dans lequel j'ai été amenée à visiter, mais même je me souviens en tant que fille, je lisais quand même des livres de garçons. Et je découvrais, je voyageais, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que cette pensée. C'est l'essentiel de notre littérature, mais c'est même. Et donc je me dis aussi, oser un peu l'aborder aujourd'hui d'une façon autre, qui est justement, je dirais pas conceptuelle, par le sensible, quitte à ce que ce soit un peu désordonné. Ce qui n'empêche que j'ai trouvé deux belles citations que vous avez sans doute vues, parce qu'elles sont passées sur Facebook depuis un moment, depuis même quelques années, mais je les aime beaucoup. C'est une d'Anatole France, dans un courrier qu'il avait écrit, qui avait été publié sur l'Humanité. C'est « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Voilà. Et c'est quelque chose, ben oui, c'est là. Voilà. Il y a ceux qu'on envoie. Alors, du coup, la seconde qui fait complètement écho, je ne vais pas parler, c'est une de Paul Valéry, poète, moi, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui dit, alors là, la référence précise que je n'ai pas trouvée, c'est « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » Voilà. Et c'est là, on dit, ben oui, les guerres, on les subit, beaucoup de gens les subissent, voilà, on les subit et on fait comme si c'était normal. Et moi, je me souviens aussi d'avoir parlé avec Michel Cazeneuve, peut-être que vous avez connu le Jungien, et j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce que je l'avais écouté quand il était sur France Culture. Et un jour, il me raccompagnait chez moi, après qu'on ait donné un séminaire. Et puis, il me dit, j'étais assez fière de moi ce jour-là, c'est il y a quelques années, parce que c'était un grand monsieur, même si c'est pas une question. Il dit, ben oui, on parlait de la guerre, et je parle de ma façon de la paix. Il me dit, oui, mais il y a quand même des guerres qui sont utiles. Et quand j'étais assez contente de moi, je lui ai dit, non, elles ont été inévitables.
mais peut-être pas confondre le fait voilà, la guerre en tant qu'utilité. Non, elles ont peut-être été inévitables et il y a peut-être eu des conséquences, mais j'ai pas envie de penser la guerre comme utile. Pourquoi ? Du fait du massacre qui s'ensuit et du temps qu'il faut pour tenter de se rassembler et de soigner le massacre. Donc je dis ça parce que, et du coup, je me souviens, il m'a écouté, il a dit, et il m'avait dit un peu oui, enfin plus qu'un peu oui. Donc j'étais assez contente parce que c'était quand même quelqu'un qui a une culture immense aussi et qui était vraiment... Et ça fait partie de ces petites, comme des petits cailloux, comme ça, de ma façon de penser la guerre, et qui ont été importantes pour moi, parce que d'oser le contredire, ça semble bête, mais pas du tout, quelqu'un qui a vraiment une culture, oser le contredire, et puis qui dise, et que oui, le silence entende quelque chose. Alors, par ailleurs, bon, je me suis donc la guerre, c'est une lutte armée contre un ennemi, et donc déclarer la guerre, c'est entrer dans un combat dans l'intention d'éliminer l'autre. C'est quand même ça. Et c'est le fait, moi j'ai vu la guerre, c'est le fait armé. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, des conflits, il y en a. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va s'armer ? Et c'est là où tout le profit de l'industrie, le soi-disant progrès, on a inventé des couteaux, on a inventé ça, on a inventé des armes, et puis, est-ce que c'est réellement un progrès ? Voilà. Je me suis demandé à ce niveau-là aussi souvent s'il existait d'autres espèces qui s'organisaient si bien pour détruire leurs semblables. Parce que bien sûr, on sait très bien, il y a des espèces animales qui peuvent s'entretuer ou se disputer un territoire. Mais de là vraiment à s'organiser, à se mettre en armée pour aller détruire quoi ? Donc il y a quelque chose quand même d'autre, très une organisation de l'autodestruction. Avec cet acharnement à éliminer, et aussi la victoire. Moi, ce qui me frappait quand j'étais déjà enfant, c'est que les victoires, c'était le nombre de morts. Je ne sais pas si c'était quand même assez fou. Moi, des choses qu'on n'avait pas le droit de dire. On était au CM1, CM2, CM3. Non, il n'y avait pas, c'était CM1. Et puis, on n'avait pas le droit. Donc, ça aussi, qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de victoire avec un nombre de morts ? Je trouve que la victoire, si effectivement c'est vaincre l'ennemi, oui. Mais moi, je peux avoir des sentiments de victoire qui n'ont rien à voir avec la mort de l'autre aussi. Voilà. Après, étymologiquement, je n'ai pas vérifié si c'était victoire. Pourtant, on dit victoire et victime, c'est très proche. Donc, pourquoi la paix ne peut s'opposer à la guerre ? Voilà, donc c'est un peu la question que je posais tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce que la paix ? Alors, ce qui m'a aussi frappé, c'est que la guerre... non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. C'est... Je vais un peu lier, puis ça me reviendra. Bon, c'est vrai que la guerre, à part ça, moi, je parle toujours, c'est pour parler de la paix, donc, mais là, donc, c'est pas opposé. Hein, il y a deux champs d'expérimentation. Et donc c'est vrai que la guerre, moi je pense qu'elle est toujours présente parce que nous sommes des êtres de mémoire et on nous menace de guerre, on a peur. Donc la guerre, de parler de la paix, c'est pas nier la guerre, c'est quelle autre opposition. Et donc en quoi la notion de paix, l'idée ou la sensation de paix aussi, parce que là il y a un petit chien, moi quand je vois une chatte au soleil, on sent la paix, ou un paysage, on sent la paix aussi. Donc je pense que quelque chose voilà, c'est à la fois une idée, c'est peut-être aussi une sensation. En quoi donc cette notion de paix peut-elle participer à la dissolution ou à la diminution des guerres en termes de santé, si ce n'est à la disparition? C'est-à-dire que c'est un peu comme on analyse, plutôt que de s'attaquer aux symptômes. Moi, je ne suis pas la seule, mais je préfère la santé. Et bien entendu, en considérant le symptôme, bien sûr, on ne va pas considérer ce qu'il a produit, mais c'est vrai, c'est de voir comment, en développant, en pensant en termes de santé, le symptôme diminue. Ce qui n'empêche que penser en termes de santé, effectivement, on a quand même face au conflit. Hein, je veux dire, ça ne veut pas dire nier les conflits, ça ne veut pas dire non, c'est pas grave, ça ne veut pas dire écraser les conflits. C'est au contraire en tenir compte, mais vraiment dans une intention de résolution et justement de ne pas attiser tout ce qui peut faire guerre. Même quand un patient vient et qu'il est furieux contre père ou mère ou son patron, on va pas dire « Allez, arme-toi ». Donc, on va laisser, qu'est-ce qui se dit effectivement de guerrier, jusqu'à ce que ça se résolve. Et dans le meilleur des cas, oui, il n'y aura pas de déclaration de guerre. Alors,
le petit Robert, pour la paix, je regardais, c'est le rapport de deux personnes qui ne sont pas en conflit. Voilà, aux situations d'un État, d'une nation qui n'est pas en guerre. Donc là encore, bon, hein, on voit, c'est défini par rapport à la paix. Alors, il y avait aussi, dans le petit Robert Dixit toujours, avec la paix, on entend aussi rapport calme entre les citoyens, une absence de trouble, et ça on peut l'entendre, ben oui, rapport calme, mais ils disent anciennement gardien de la paix. Et c'est varié que dans nos pays, on ne parle plus de gardien de la paix. Tout de suite, on sent la paix, dès qu'on dit gardien de la paix, on se sent presque bien. Ils viennent vraiment garder la paix, justement, c'est quelque chose qui préexisterait. Donc, aujourd'hui, c'est. Vous voulez me couper, c'est pas hésiter. Non, continue. Donc, c'est en tant qu'analyste qu'aujourd'hui j'avais envie de parler, ça correspond à notre pratique. C'est aussi donc en tant que fille d'un père qui a connu la déportation dans les camps de concentration et qui d'une part, je me demande dans quelle mesure la psychanalyse, en se mettant vraiment à l'écoute de ce qui fait conflit, peut éventuellement anticiper qu'on n'a pas pu les éviter dans l'après-coup, la paix, éventuellement prévenir d'autres guerres. Et puis aussi, j'avais failli, c'est pas vrai, mais j'ai dit que j'ai failli proposer comme titre aujourd'hui Guerre et paix, guerre épaisse. Bon. Et pourquoi ça faisait quand même sens, c'était au-delà du jeu de mots, c'est que j'ai été considérée comme anorexique. J'ai bien considéré parce que si j'avais subi accepté de subir jusqu'au bout le traitement de nos anorexiques, je serais morte aujourd'hui. Donc je me suis dit anorexique une fois que j'en étais sortie. Mais j'ai connu, comme d'autres, les hospitalisations vraiment des trucs pas possibles, qui d'ailleurs ressemblent. Voilà. Donc moi, je me suis retrouvée faisant, je sais pas, entre 30 et 40 kilos, et finalement, comme mon père, j'ai vu des photos de mon père, et j'aime bien rire de temps en temps. Je me souviens, il y avait une photo de mon père nu, et je me souviens d'avoir dit à l'époque, on pourrait mettre un dictionnaire entre ses fesses. Bon, je dis ça parce que pour de rire, tellement l'écart... Oui, 38 kilos il faisait. Voilà, 38 kilos pour un homme qui faisait, je sais pas, Avant la guerre, il faisait 79 kilos. En revenant de la guerre, il faisait 38 kilos. Voilà. Et donc, en fait, moi, je pense que j'ai vraiment été hantée par ça. Vous voyez, c'est en tant que... pour ça que je jouais sur le mot guerre épée, guerre épaisse, et que je me suis retrouvée donc, hospitalisée. Et on se dit d'une façon différente, mais aussi qu'on rentre à l'hôpital. Ben, il faut en tant qu'anorexique, là, du coup, je parle à moi, je me souviens que j'avais un sac qui s'appelait un sac Carnier, un joli sac qui avait appartenu à ma mère. Et elle prend le sac, des ciseaux, ils vont pour couper les lanières. Je dis, mais pourquoi ? Ben non, parce que vous allez vous étrangler avec. Il faut rire maintenant. Après, une limaon, non, alors j'ai dit non, regardez-moi, mais donc je prends ce qu'il y a dedans. Ah ben non, vous allez vous ah bon, alors, et donc je suis arrivée vraiment quasiment nue. On m'a mis aussi effectivement à mon nez toute nue devant 15 personnes qui me regardaient dans tous les sens. Et c'est vrai que de l'avoir vécu, c'est vraiment pénible à vivre. Moi, une des raisons pour lesquelles, en tant que psy, quand je rencontre des anorexiques qui viennent vers moi, je me dis tout si possible pour éviter l'hôpital. Sachant que l'hospitalisation peut être vraiment un traumatisme qui vient s'ajouter à la maladie. Et donc, c'est après coup que je me suis rendu compte, même quand en lisant ça, qu'il est pareil, les déportés, alors c'était carrément tout retiré, mais je n'ai pas bien numéroté les pages, et ils se retrouvaient nus, mais vraiment pour le coup, vraiment entièrement nus. Donc là, si je fais ce parallèle, voilà, c'est ça, c'est le guerre épais, c'est se dire comment, une des raisons pour lesquelles j'ai envie de développer la paix, de penser la paix plutôt, de ça, c'est que on hérite de la guerre, on hérite vraiment des traumatismes, on hérite de la douleur et on ne tient pas, il n'est tenu compte de ça nulle part. Là maintenant, il y a de nouveau des glaires qui se décalent, justement quand presque tous les anciens guerriers sont morts, donc il n'y a plus de témoignages possibles et donc on va recommencer à faire ces jeux de massacre. Et donc là, je perds un peu mon fil, mais oui, voilà, c'est normal. Alors, ah oui, avant ça, mon guerre épaisse. Une autre chose, c'était peut-être. Il y a aussi ce proverbe qui disait si tu veux la paix, prépare la guerre.
Et ça me faisait, je me dis, je n'étais pas d'accord, moi, on n'a pas le droit d'être pas d'accord, mais je n'étais pas d'accord. Et donc j'ai lu des bouquins aussi, L'art de la guerre, tout ça, et c'est vrai que c'est très intéressant de le penser aussi comme ça. Mais malgré tout, cette locution latine, elle encourage celui qui souhaite la paix à bien s'armer, et bien s'armer en fonction d'un combat. Alors c'est une chose que de développer des bonnes défenses, c'est autre chose que de s'armer de moyens destructeurs. C'est ça où on analyse, on va dire, bah oui, on a un système de défense qui est maladroit. Comment l'analyse peut-elle effectivement permettre de développer de bonnes défenses et éventuellement de l'agressivité aussi, mais pas quelque chose de belliqueux et de guerrier. Donc c'est pour ça que ce civis pace parabellum, c'est la paix armée, c'est-à-dire une paix qui ne saurait se penser sans prévoir la guerre. La prévoir et pas la prévenir, c'est autre chose. On a la guerre, donc on est habité là aussi par la guerre. Donc finalement, cette expression, c'est le langage de la guerre, comme si seule la force militaire pouvait garantir. Et bien la force militaire, c'est une chose que les défenses, c'est autre chose que la force militaire. Comme si seule la force militaire pouvait garantir la paix, alors que la guerre est de plus en plus... on a beau être de plus en plus armés dans les pays, il y a toujours autant de guerres et toujours autant de massacres. Donc je trouve que quelque chose de préparer c'est bon. Pour moi, c'est pas préparer la guerre qui permet la paix. Alors c'est peut-être vrai dans un certain contexte, peut-être, mais je sais qu'au niveau où je travaille en tant que personne, je dis ben non, il faut plutôt vraiment penser la paix et peut-être protéger la paix et défendre la paix plutôt que de préparer la guerre. Et je pense que la démarche analytique, ça peut être dans ce sens-là. Des personnes qui arrivent très déchirées, qui sont parfois côté le siège de guerres intestines, aussi les guerres intestines, on pense aux intestins. Et donc, donc écouter le conflit, réparer, et puis peut-être réinstaurer la paix, et puis dire, oui, ça nécessite d'être protégé, ça nécite oui. Et donc, et peut-être justement ne pas agir simplement en fonction de l'ennemi, parce que donc, alors la guerre est en effet une menace pour la paix, mais pourquoi penser la paix en opposition à la guerre, ou pourquoi pas, mais donc c'est pas une proposition à laquelle moi j'avais envie de me rallier. Qu'est-ce que... Alors, j'ai peut-être... Et là je dis que c'est ce que... Finalement j'ai pas mal parlé comme ça dans le truc. Et peut-être... voilà. Alors, oui, j'ai eu envie aussi de penser la paix en termes d'homéostasie. Que, effectivement, quand il y a quelque chose qui fait conflit, ça vient perturber l'équilibre. Donc, on va pouvoir s'armer pour lutter parce qu'on est faible. Ou au contraire, se dire, ben non, la paix, c'est qu'est-ce que c'est que cette récupération de l'équilibre, donc travailler en profondeur. Parce que dans un des paysages comme ça, on ne va pas interdire l'orage. Mais après l'orage, il y a le temps que les choses se remettent en place. Voilà. Donc je pensais que penser la paix et l'homéostasie. Alors du coup, après ça semble un peu cucu ce que j'ai lu, mais c'est pas très grave. L'important serait d'affirmer ce que l'on aime et pourquoi on l'aime. Voyez, c'est qu'une fois qu'on s'est mis à l'écoute de tout, c'est qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que voilà. Alors, ça, c'est pas effectivement nier le conflit, les tiraillements, on est des êtres de conflit et de tiraillements, mais vraiment de privilégier ça, même au moment de jamais le perdre en tant qu'analyste, même de jamais le perdre, de l'avoir toujours en perspective. Et qu'à ce moment-là, l'espace analytique devient vraiment un lieu aussi pour se réparer, pour se préparer à la paix, un lieu pour dénouer les conflits avant qu'ils ne mènent à la guerre, un lieu qui évite le conflit armé ou ouvertement un lieu où tous ces conflits vraiment agressifs et destructeurs. Et bon, en gros, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Alors, et puis effectivement, quelques passages, j'en vais volontiers que tu les... Alors, je ne les ai pas choisis les plus sombres parce que je pensais les lire, mais je suis vraiment ravie de ta proposition parce que c'est des morceaux, page 27, je vais noter.
il y a des trucs extrêmement sombres. C'est-à-dire que là, ce que je veux dire là-dedans, c'est la cruauté. C'est que dans la guerre, on va surtout derrière des écrans maintenant. Ben oui, il faut la guerre, on prend parti. Moi, je me dis, ben, non, prendre parti, c'est entrer en guerre. Et donc, je me dis résolument, je ne peux pas prendre parti. Je veux bien reconnaître des actes de massacre, hein, c'est pas ça. Là, il y a du massacre. Mais, par exemple, c'est pas le prendre parti entre deux personnes. Donc là... Voilà. Enfin, donc c'est pas celle plus affreux, mais c'est cette page-là, c'est pas là, celle-là. Jusqu'où? Ça doit être là, parce qu'après c'est là. On va voilà, ce serait ça. Toujours la même chose, 4 ou 5 questions et des coups, sans raison, à tout hasard, coup sur coup pour voir, aucun intérêt sur leur visage. Ils faisaient ça, dit-il, comme ils auraient allumé une cigarette. Et puis attendre des heures, debout. Pour rien. Il y a un supplice de l'attente qui a été mis au point par les Allemands. Avenue Berthelot, à la Gestapo, les inculpés attendaient de 8h du matin à 8h du soir pour rien, pour voir. Un exemple montrant leur ignominie. Une jeune femme, la femme de Francis Crémieux, enceinte de 7 mois, était à Montluc. Tous les jours, ils l'ont fait monter à l'interrogatoire depuis le matin 7h jusqu'au soir 8h. Elle restait là, assise sur une chaise, sans être interrogée, harcelée continuellement par des inspecteurs qui lui disaient « C'est un sale juif que tu as dans le ventre, il ne vivra pas », en sanctionnant leurs paroles d'une paire de claques. Ça, c'est une amie de mon... Je connais bien cette petite fille qui avait 7 mois alors. Merci. Merci de le dire, c'est très... Merci. 41. Ah, ça c'est au camp de Buchenwald, ici, là. Je vais peut-être commencer là, parce que comme tu dis super bien, je te remercie là. Et puis donc derrière, on va voir cette pension jusqu'ici. Voilà. On fait 5 km en pleine nuit, rapidement, sous le vent, presque au pas de course. Ils avaient pris tous nos vêtements, mais il nous restait encore des conserves. Cela nous a servi à rien, puisqu'ils nous les ont prises à notre arrivée à Buchenwald. Enfin, ce qui restait. Car nous les lâchions au fur et à mesure que durait la course, tant était lourd notre épuisement. Cela n'a fait que nous encombrer davantage. La neige ne tombait pas, mais par terre il y en avait. Elle était gelée. On avait l'impression d'avoir les pieds qui s'effritaient. On avait chaud au corps tellement on avait froid aux pieds. Il y en avait qui tombaient. Les SS s'arrêtaient pour les faire relever à coups de bâton ou les achever. Et nous fuyions sous les coups qui tombent de partout, effrayés par les chiens et les menaces des SS. Franzose, allez, caput. Paroles ponctuées par un coup de crosse. Nous sommes entièrement nus, grelottants de froid. Nos pieds sont déchiquetés par les pierres tranchantes, pointues, sur lesquelles nous trébuchons, laissant derrière nous la neige, rage de sang. C'est ainsi que nous faisons notre entrée lamentable à Buchenwald, et toujours des coups de bâton. Jamais ils ne se sont servis de leur revolver, ils préféraient la mort lente à coups de pied. Tout le monde mourait de mort naturelle, à moins que ce soit le respect des conventions internationales, ajoutera plus tard en note Henri Menglet. On peut encore rien. Que tu veux. Alors moi, c'était là, puis après, pareil, toujours ça s'arrête spontanément. Ça doit s'arrêter soit là, voilà. Bah, parce qu'après, c'est plus long. Apolitique. Voilà, c'est comme ça. Dès ce moment-là, la grande propreté a cessé. On est rentré dans ces baraques très sales. On était 50 par box. Ces box étaient des espèces de chalets, des piloris. Pour coucher, il y avait 4 étages de planches où l'on était entassés les uns sur les autres. Il y avait des petites paillasses pleines de poux et on venait d'être désinfectés. On nous donne 3 couvertures mouillées pour 7. Organisation des blocs. Dans ce bloc, nous sommes reçus par des gars habillés comme nous, des internés qui sont là depuis longtemps.
Ils assurent la police sur les ordres du chef du bloc. Ils sont une dizaine pour le bloc. C'est ce qu'on appelle les Stubendienst, les capots. Ce sont eux qui surveillent la pièce et qui nous frappent en général. Notre premier contact avec eux est assez violent et nous ne comprenons pas très bien. Ils sont allemands, polonais, russes, etc. Quelques-uns sont malheureusement français. Ce sont en général des déportés politiques. Tu veux que je continue ou ça va? Peut-être un autre passage. Oui, dis-le, puis après... Les Stubendienst étaient les patrons du bloc. C'était donc eux qui nous distribuaient la soupe, la margarine, le saucisson quand il y en avait, et les colis. Le chef du bloc avait droit de vie et de mort sur ses pensionnaires. Il était absolument le roi. C'était généralement un Allemand, quelquefois interné politique, mais le plus souvent un interné de droit commun. Quelques détenus, est-ce que j'ai vu? Ah, oui, c'était là, je pense. Ça, jusque-là ou plus loin si ça vient, on va voir comment ça. Comme ici, moi je vais lire que ça, mais comme tu. Quelques détenus, des épaves qui étaient là, nous regardent. Nous qui ne sommes pas encore tout à fait morts. Mais avant d'avoir pu échanger un mot, ils sont immédiatement dispersés par les SS et fuient sous le bâton. Ça avait l'air d'être mené d'une façon terrible, une véritable discipline d'enfer. On avait l'impression de ne pas pouvoir lever le petit doigt sans que ce soit une faute mortelle. On avait pu emmener de Buchenwald un petit paquet, 3 fois rien. J'avais une paire de godasses et je les avais emportées avec moi. On attend sur la place d'appel et on se met en fer à cheval. Au centre, on pose une table. Passant aux affaires sérieuses, des contrôles, des SS arrivent. Ils viennent prendre connaissance et possession de cette livraison d'esclaves. Ils se groupent, regardent les listes, appellent un numéro, rigolent, se moquent de lui, le renvoient à sa place en lui bottant les fesses. Ils nous appellent tous par notre matricule et à chaque fois que nous passons devant, chacun d'eux nous flanque soit un coup de pied, soit un coup de poing ou un coup de bâton dans le dos. Et si on tardait à répondre à son numéro, pour se faire un peu la main, au lieu de recevoir un coup, c'était une dégringolade de coups. Ils nous frappent à qui mieux mieux. Ils nous fuyons pendant qu'ils rient. Les uns tombent dans la boue qui les recouvre alors complètement. Certains ne peuvent pas se relever et se débattent jusqu'à l'agonie, mourant étouffés, noyés, les pieds en l'air. D'autres disparaissent brusquement, happés par une bouche mouvante, trou caché sous le lit de boue. Je te remercie vraiment. Merci beaucoup. C'est ça. Pareil, il faut Les types mouraient de faiblesse. Ils se mettaient à tousser, ou alors ils prenaient la dysenterie. On les voyait se vider. Ils devenaient de véritables squelettes, des cadavres debout. Ils n'essayaient même pas de réagir, ni même de se retenir dans leurs culottes de pyjama. Les fosses d'aisance étaient des grandes cuves dans lesquelles les SS s'amusaient à nous tremper. Les cuves étaient alignées et posées dans le tunnel. Il y avait une vingtaine par poste et 3 postes pour tout le tunnel. Lorsqu'on allait poser culotte là-dessus, les SS, de temps en temps, arrivaient et à coups de crosse, à coups de pied, nous faisaient tomber dedans. Alors ils commençaient à faire les dompteurs et nous faire danser et sauter là-dedans. Là, je crois jusque-là, ou à moins que ça vienne bien. C'est le dernier que j'avais noté. Des camarades tombaient, inaperçus. La mort était devenue une chose absolument sans intérêt, indifférente. On enlevait les cadavres et on les mettait dans un coin des garages. Tous les jours, on envoyait un type qui déblayait. C'était l'Arbeutmeister der Croque-Morts.
Petit à petit, les hommes tombaient dans une espèce d'inconscience somnambulesque. Dans le voisinage du tas de cadavres se trouvait un autre tas où l'on mettait les hommes pas encore morts, mais ne pouvant plus faire le moindre mouvement. Et l'ambition de certains d'entre nous était de pouvoir être un peu dans ce tas pour avoir le droit de s'allonger. Un jour, au cours d'une revue de poux, le capot trouva probablement que trop d'hommes avaient de ces bestioles, et la punition fut la suivante. De 5 heures du soir à 8 heures du matin, les 1000 hommes furent obligés de rester nus et debout, à la moindre défaillance, volés de coups de bâton. Bien entendu, il était interdit d'aider ou de soutenir un camarade qui s'écroulait dans votre voisinage. Cette nuit-là, plus de 100 hommes sont morts dans le bloc. Tous les 2 ou 3 jours arrivaient de nouveaux épuisés, de façon à ce que l'effectif soit toujours à peu près maintenu au même chiffre. Merci beaucoup. C'est très merci. C'est vraiment bien que tu l'aies lu parce que d'abord tu avais une voix super claire, ça t'a mis un peu de distance, enfin plus que d'un peu, j'ai pas plus à dire, mais je te remercie. C'est les, et comme c'est pas, moi c'est pas forcément les plus atroces que j'avais relevés, tu es en train de me dire, donc il y a vraiment, oui. Ah oui, pardon. Oui, non, je remercie Stanislas vraiment d'avoir lu parce que je n'avais pas prévu, je n'avais pas pensé à le demander et ça me semble évident. Moi, je pense que je n'aurais pas pu le lire, ça aurait été vraiment. Et comme il avait une voix telle claire et puis bien rentré dans le. Voilà, du coup, c'est très émouvant. Je disais, après l'autre chose, j'ai dit qu'effectivement, il y a quelques des passages qui sont encore plus monstrueux que j'avais épargné la lecture. Pour vous, mais aussi pour moi, parce que je ne me sentais pas de le relire alors que j'ai tout lu. Et puis voilà, enfin, donc c'est là où je me dis, ben, moi, pourquoi la paix, voilà. Il y a une phrase qui m'a, quand, je sais pas, dont je me suis servi dans un de mes bouquins là prochainement, mais le petit doigt sans que ce soit une faute mortelle. Je ne sais pas si, hors contexte, que ça peut faire. Mais moi, je l'ai senti très très fort ce jour-là, et puis peut-être que je me suis rappelé aussi qu'à la maison, alors que c'était des gens très charmants, par exemple mes parents, dans un hôtel particulier, Saint-Germain-des-Prés aussi, mais ce qui n'empêche, il y avait quelque chose où je crois que des fois, j'avais peur à mon tour de lever le petit doigt sans que ce soit une faute mortelle. J'ai toujours, voilà, les fautes. Voilà. Donc c'est de ça aussi, de cette transmission. Je crois que j'ai eu de la chance de pouvoir penser ça, de le transformer, d'en faire quelque chose, mais je me dis, je ne peux pas faire comme si, chaque fois qu'il y a une situation de guerre, je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'était rien, comme si de rien n'était, et que du coup, parfois même des petites choses, ben oui, alors on me dit, mais oui, pourquoi tu appuies sur ce qui ne va pas? Non, c'est un peu, alors, une métaphore pas très passionnante, mais quand même, c'est un peu comme justement une très belle voiture, hein? Oui, mon doudou, bon, bon, oui, tu viens? On n'a pas le droit. Viens. Non, mais moi j'ai fait des bêtises. Allez, viens. J'ai pas reçu de voler de bâton, alors ça va. Oui, du coup, écoute, qu'est-ce que j'étais en train de dire, il faut. Tu parlais du petit doigt. Oui. Une belle voiture. Voilà, oui, voilà. Voiture. Et donc, c'est dit, effectivement, il y a une roue crevée. On pourrait me dire, mais pourquoi tu vois ce qui va pas bien? Ben, je dis, on peut laisser partir la voiture ou, non, alors effectivement, on est négatif par rapport à la philosophie positive. J'aime bien par ailleurs positive. Mais non, effectivement, j'ai aussi cette tendance à voir ce qui ne va pas, mais ce n'est pas pour justement dénoncer ou accuser, parce que là aussi, même quand il parle de SS, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai pu apprécier justement chez mon père. C'est vrai que j'entendais parfois quelquefois les boches à l'époque, mais ce n'est pas à la maison en particulier. Mais il n'y avait pas justement de haine su à l'ennemi. Et c'est l'acte qui est monstrueux. On n'est pas justement dénoncer non. Mais là, dénoncer les personnes, non. Dénoncer les actes, oui. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que voir dans mon métier, dans notre métier, effectivement, j'ai cette tendance, ben oui, on va voir ce qui fait conflit, on va voir ce qui fait ça, on va voir ce qui fait ça. Mais le but, c'est effectivement pas pour dénoncer les personnes. Par contre, c'est pour voir, ça on fait tous, des dysfonctionnements. Et dans une perspective, effectivement, de rétablir un équilibre personnel, parce que je pense que la paix, elle passe vraiment par la sensation,
que c'est vraiment pas dans... Enfin, la tête peut aider, mais c'est vraiment dans la sensation. Et qui fait qu'à ce moment-là, on va se réarmer. Réarmer, du coup, je vais le reprendre au sens non pas militaire du terme, mais c'est arme et art, ART, c'est la même famille. Il y a la petite racine nétimon, comme on dit, indo-européen, qui est art. Et au début, c'était vraiment quelque chose pour protéger. Hein, et après, ça s'est divisé en deux avec arme, qui est encore une protection au départ, avant de venir et art, l'art. Et c'est vraiment, on retrouve articulation, c'est important, et aussi on retrouve artillerie, la même famille que arme. Donc c'est quand même pour concevoir effectivement l'arme, si on la conçoit, c'est vraiment dans un but de protection et pas de destruction. C'est qu'on peut avoir de l'agressivité, on en a, mais effectivement, je crois que la limite qui nous ferait ne pas rentrer en guerre, c'est on n'est pas là pour détruire. Voilà. C'est vraiment pas dans la destruction dont on sait. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des paroles? Oui, Tristan? Alors j'aurais deux petites choses. Merci pour l'intervention, qui est très éclairante. Vous avez dit à un moment donné, on ne peut pas oser, enfin, c'est mes mots, hein. On ne peut pas opposer l'amour à quelque chose. L'amour à la haine. L'amour à la haine. À la haine, et puis peut-être l'amour à... On ne peut pas opposer l'amour d'une manière générale. D'une certaine façon, donc déjà, en particulier la haine en tant que guerre, amour, et, voilà, comme avec Mélanie Klein, qui par ailleurs a fait des travaux très intéressants, oui. Et qu'effectivement, c'est pas le mouvement, on peut dire que on pourrait dire, si on prend oui, l'amour, c'est pas quelque chose qui dans le terme de l'opposition, voilà. Oui, alors, c'est peut-être un jeu de mots de ma part, mais alors du coup, moi je me suis dit, peut-être justement opposer l'amour à quelque chose qui est difficile ou à une difficulté, à quelqu'un qui est un peu, je sais pas moi, qui s'oppose, enfin voilà. Est-ce que justement c'est pas une manière d'amener la paix et puis de proposer un retour à l'équilibre? Et puis là je me suis dit, est-ce que justement c'est peut-être pas le travail du psychanalyste, justement par le biais du transfert, en créant une relation d'amour entre guillemets, de ramener un peu de la paix à l'intérieur de la personne. Mais oui, mais en jouant sur les mots, je dirais c'est plutôt proposer l'amour. Oui, plutôt. Mais voilà, en tant que c'est ça, donc c'est pas au niveau du mot de la discussion que ça se passe. C'est effectivement là où l'amour est oublié, parce que c'est ça aussi dans le grand désarroi, où on n'y a plus l'amour. Mais ce ne sera pas effectivement opposé, parce qu'il y a quand même quelque chose que dans le contre, tout contre. Quand on peut se pelotonner contre quelqu'un, on se battre contre quelqu'un. Mais souvent, quand on est contre quelque chose, c'est selon les mêmes paramètres. C'est-à-dire que c'est là où j'ai dit penser la paix ou penser l'amour, ce ne sera pas avec le même vocabulaire, avec les mêmes paramètres que la haine. C'est un petit peu la façon de Gandhi, une opposition un petit peu passive, c'est-à-dire malgré tout ce qui nous arrive, l'opposition elle n'est pas forcément agressive ou active. Elle peut être une opposition par justement cet état d'équilibre, d'homéostasie, de langage. Oui, non mais voilà, non mais ouais, en effet, voilà, oui, non, en effet, vraiment, et surtout, je crois que ce qui est important, c'est justement de pas, parce qu'il y a l'opposition binaire ou frontale. Voilà, c'est le côté de ne pas être à deux. Mais effectivement, il y a des moments d'opposition. Moi, j'ai plus ça tout ça en tant que système. Hein, voilà. Et la deuxième petite chose, alors vous n'avez pas obligé de me répondre, hein, mais vous avez dit à un moment donné, que votre papa avait connu les camps de concentration. Et vous avez fait l'analogie par le corps avec un épisode de votre vie où vous étiez anorexique. Alors moi je me suis demandé, encore une fois vous n'êtes pas obligé de me répondre, avec qui vous étiez en guerre en fait. Ben, oui, non, mais moi c'est intéressant parce que justement c'est là où on hérite des traumatismes, on est des êtres de mémoire. Et donc à ce moment-là, si au niveau, vous dites avec qui j'étais en guerre, l'anorexie c'est pas... Alors c'est difficile la question. Par le corps, le fait au niveau du poids, etc., l'analogie, vous voyez, au niveau de la morphologie. Oui.
Mais moi, je pense que si voilà, j'étais moi-même en guerre contre personne, je pense qu'à un moment donné, on est habité par la mort et on vient. Il y a vraiment quelque chose de vraiment des projections qu'on fait sur la personne anorexique, souvent des projections mortelle sur elle. Voilà. Donc moi j'ai vu quelque chose de la reviviscence qui survivait en moi. Et justement j'étais beaucoup plus attaquée. Et c'est ça, je pense que c'est important dans l'écoute. On peut avoir de l'agressivité aussi dans tous les symptômes, y compris dans l'anorexie, mais je pense que c'est souvent des enfants qui sont l'objet de pulsions de pulsions très agressives de la part des parents. Ils se retournent contre eux-mêmes. Voilà, oui, ben, c'est-à-dire que ben alors moi disons que c'est vrai que j'ai été le siège de guerre plutôt que après toute la difficulté, c'est est-ce qu'on peut rentrer en guerre contre ses parents? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Enfin, c'est comme donc on peut poser la question de la guerre réellement en tant que champ de bataille, parce que c'est vrai que moi, des fois j'avais des soldats dans ma tête, des trucs comme ça, j'avais des images comme ça, vraiment j'en pouvais plus d'être assaillie par tant de soldats. Mais justement j'étais en guerre contre personne, la seule personne, ou peut-être contre ma mère bien sûr, mais ça comme mais après ce serait trop pareil. Mais ton père réagissait comment? Il se rendait bien compte que sa fille anorexique le rappelait sa propre maigreur? Ben, oui, c'était indirect. Alors, il y a ça, je vais prendre tout. Oui, il y a eu de ça. Alors lui, mais si je parle de moi, c'est vraiment comme cas clinique là, vraiment. Enfin, mais lui, il réagissait comment devant sa fille? Lui, ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est lui qui m'a fait hospitaliser. Parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais revenue si maigre de pension, et parce que c'est là où bon, ce sont des gens aussi dont la souffrance n'a pas du tout été accueillie. Hein. Donc, je sais qu'un jour, comme il réagissait, j'ai envie de dire, oui, c'est lui qui m'a fait hospitaliser, ou un jour il me dit, écoute, comme tu es trop maigre, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, on va voir si tu n'as rien de somatique. Et puis, on descend l'escalier, donc on est dans cet hôtel particulier, arrive à ma chambre, il prend quand même une chemise de nuit, au cas où tu devrais rester une nuit, et on va faire un check-up. Et puis je me suis retrouvée là, enfermée, je suis passée par un truc, on me déshabillait comme ça. Et donc, de cet acte-là, il a quand même voulu me sauver aussi, mais ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Parce que... Et par contre, ce que j'ai plutôt envie de dire, de comment il réagit, c'est que lui, quand il est décédé, il avait près de 90 ans, il avait un cancer du poumon, mais il avait arrêté de manger, de se nourrir. Et ça, je l'ai accompagné pendant tout un temps. Et là, il y a eu vraiment un retour à quel point il était resté enfermé dans les camps. Et il n'avait pas pu aller sauver sa mère, il n'avait pas vu ça. Et vraiment, il y a eu c'est très, très, très fort. Et là où moi, j'avais vraiment envie de le laisser comme ça, ne plus se nourrir, et donc on lui donnait très très peu, pas rien du tout, même parfois. Et malheureusement, j'ai fait l'erreur comme c'était pendant les vacances, on était resté un mois, on est 5 frères et sœurs, plus 2 autres, et je pensais que quelqu'un allait prendre la relève, et ça ne s'est pas fait, et donc c'est intéressant qu'au niveau du soin, il a été donc, le médecin l'a fait hospitaliser. Donc ils l'ont fait nourri de façon artificielle, et là il a pété les plombs. Il a fait vraiment je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a vu après. Donc il a été de nouveau enfermé, du coup avec une tristesse, ou de nouveau privé de tout, privé de ses papiers, privé de tout. Je veux dire, se remettre, ça c'est l'autre côté complètement tragique, c'est comment qu'on a vraiment été victime, et ça faut le dire par rapport aux enfants. Il faut qu'une femme de 40 ans, un homme de 40 ans est rarement victime aujourd'hui. Mais s'il est victime aujourd'hui, c'est qu'il a été victime vraiment une fois. Et il y a cette répétition. Et moi, ça m'a fait... Mon père, il n'a pas du tout été bon avec moi. C'est quelqu'un de vraiment bien, une belle personne, mais il n'a vraiment pas été gentil avec moi du tout. Il y a un psy qui m'a vraiment dit, votre père, il est enfermé dans son camp, mais vous avez fait pareil. Et voilà. Et donc effectivement, on m'a fait tourner en rond. Enfin, je veux dire, il y avait une persécution, et plus particulièrement avec moi, plus qu'avec les autres. Mais ça, si j'en parle aujourd'hui, c'est pour te dire à quel point le lieu de l'analyse est important pour penser cette répétition, penser la répétition, et comment on peut. Moi, c'est mon utopie, mais je pense que l'utopie, dans la pratique, me permet d'avoir des grandes joies. Qu'effectivement, on parie l'utopie, et non, il y a vraiment
Voilà. Donc mon père après, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Merci pour la question, mais voilà, ça se passait là aussi, on voit bien dans l'inconscient, inconscient, enfin, c'est les choses. Laurent, tu avais quelque chose à dire? Oui, merci pour votre témoignage, j'ai envie de dire, parce que c'est clinique et c'est très émouvant ce que vous avez pu dire, ça m'a beaucoup touché. Ce qui me marque beaucoup dans ces moments, même qu'on vit en ce moment d'ailleurs, puisque je pense que c'est une guerre qui dit pas son nom, on est aussi dans une époque où il y a une guerre et qu'on soit plus ou moins loin des lieux où il y a des bombes, etc. On est quand même pris là-dedans, dans cette histoire qui est en train de s'écrire. Et c'est la question de la parole, parce que je trouve qu'effectivement, et là où est notre rôle d'analyste, notre fonction dans notre société, c'est la symbolisation, c'est la parole, et c'est ce qui permet de sortir de la dualité amour-haine, destruction, construction, etc. Et de sortir par cette instance tiers qui est le langage, qui est la symbolisation. Et je trouve qu'on en manque cruellement aujourd'hui de paroles vraies. On ne dit pas les choses, on n'est pas en guerre, c'est une opération spéciale, on ne dit jamais on ne nomme pas les choses. Et les instances, par exemple internationales, l'ONU, sont complètement des instances tiers qui sont justement là pour faire tiers entre les belligérants, n'existent plus. Il y a donc deux blocs qui s'affrontent. Donc on voit bien que la question du tiers symbolique, qui est la parole, qui incarne la parole, quand elle n'est plus là, quand elle est affaissée, comme c'est le cas actuellement, et bien effectivement on se retrouve en risque de conflit, et de conflit réel. Et je trouve que notre rôle, effectivement, même s'il est à notre échelle dans les cabinets, on ne peut pas avoir l'humanité en Amérique, c'est pas possible pour transformer nos pulsions agressives, etc. Mais que c'est vraiment la parole, les espaces de langage, de discussion, et quand ils sont plus là, et comme dans les familles, comme dans il y a intrapsychiquement aussi, eh bien on voit qu'il y a des symptômes de destruction, d'autodestruction. Je trouve qu'on est, je trouve que ça fait très écho évidemment, et je remercie la PE d'avoir utilisé un thème qui est actuel et de ne pas vous cacher derrière des semblants. On est dans une époque où la guerre est tout près, et merci pour votre témoignage, parce que je trouve que c'est essentiel de le rappeler, que ce n'est pas des images, ce n'est pas des coups de facture d'électricité, c'est des corps mutilés, c'est des enfants, c'est des adolescents qui sont tués, c'est des populations massacrées, c'est des traumas qui vont se perpétrer, parce que la guerre, la violence engendre la violence sur des générations et des générations. Donc c'est les dégâts d'aujourd'hui, c'est aussi les dégâts de demain entre ces peuples qui sont des peuples frères aussi au départ. Donc merci de participer à élever un petit peu le niveau des débats et des réflexions générales qu'on n'a pas dans les médias ou très peu. Donc voilà, je vous remercie. Et l'APE aussi, parce que merci à toi, Laurent. Il y a très peu de lieux, moi je fais pas mal d'associations, où on pense les choses de l'actuel, de ce qui se passe aujourd'hui. Ils regardent beaucoup à l'extérieur, et là ce qui se passe là, c'est l'année dernière, bas les masques, cette année, guerre et paix, on est dans ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouve ça... Mais en allant un peu plus loin, c'était l'idée aussi que ces 3 années de confinement avec ce Covid, c'est une forme de guerre, ce Covid. Oui. Une guerre souterraine, une guerre médicale, une guerre de microbes. Ce qui est pas... Une guerre macronique, tout simplement. Voilà. Mais tu voulais prendre la parole, hein. Je te laisse parler, Jean-Claude. Non, c'est bon. Et Frédéric, Christine. D'accord, pour dire que l'amour n'est pas le contraire de la haine, mais de la mort. Ouais. Je voulais juste signaler un superbe film qui est actuellement à l'affiche, c'est Simone, et qui est vraiment aussi un témoignage. Simone Veil, c'est sa vie quelque part et ses combats, et qui témoigne que tout le long de sa vie, il y a eu en arrière-plan tout ce qu'elle a vécu dans les camps, et c'est justement une illustration de ces lectures vraiment très
très très très bon film à aller voir, Simone. Merci à toi, Christine. Nous irons. Frédéric? Non, je voulais en profiter, merci Virginie, parce que ça m'a rappelé un événement. Dans le passé, j'ai essayé de tuer quelqu'un. Donc je voulais revenir sur effectivement voilà, une tentative d'homicide. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on se retrouve habité par une pulsion de meurtre. Donc je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas j'ai eu l'opportunité de vivre ça et je dirais de pouvoir maîtriser ça. C'était à l'occasion d'un anniversaire familial, c'était en banlieue parisienne, j'étais en famille, et un jeune est arrivé, on a tout de suite vu qu'il était sous l'emprise de la drogue, et il a commencé à vouloir un petit peu chercher des histoires. Nous gentiment, on lui a dit, excusez-moi, mais c'est privé, vous n'êtes pas à être ici, monsieur. On l'a reconduit et il a lancé des menaces, etc. On va Dieu me tuer, etc. Le problème, c'est qu'une heure plus tard, il est revenu avec 15 de ses amis qui étaient armés, avec des tessons de bouteilles, des battes de baseball, et un qui est arrivé dans la salle avec une arme à feu. Donc, tout de suite, effectivement, il y a une panique générale. Ça s'est passé très vite, très très vite. Le temps, tout d'un coup, s'accélère. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais sous le feu de l'action, j'ai eu l'impression de pouvoir réfléchir. En plus, c'était un anniversaire, j'avais bu quelques gouttes de champagne, et je vois donc un type commencer à fracasser la tête de mon père, à tabasser sur mon cousin. Et là, je vois quelqu'un donc avec l'arme à feu. Et je me suis jeté sur lui, je l'ai jeté à terre. Et j'ai commencé à l'étrangler. Et donc, j'ai bien senti que j'étais vraiment, je cherchais à le tuer et à vouloir l'empêcher de respirer. Et donc, il est à terre. Et à un moment donné, en une fraction de seconde, je me dis non. Et donc, j'ai lâché. Je me suis relevé, je suis parti. Et tout d'un coup, eux sont tous partis. En fait, c'est eux qui sont retrouvés en panique. Et ils sont complètement éloignés, ils sont sortis de l'établissement. Les pompiers sont arrivés dans la foulée, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a été tellement vite. Et on parlait tout à l'heure de combat. Et je crois qu'il y a l'idée de combat intérieur. C'est aussi de dire non à certaines pulsions. Parce que vous voyez comme quoi la pulsion, elle peut arriver très vite, parce que là, vous êtes menacé de gens qui veulent vous tuer. Du coup, tout d'un coup, réaction défensive, tout d'un coup, instinctivement, moi aussi, je me mets à vouloir tuer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je dis non? J'ai commencé à rentrer dans l'acte et je me suis retiré. Alors, j'ai toujours interprété ça par le fait que j'ai pratiqué les arts martiaux depuis tout petit et que je me dis ça m'a certainement aidé, préparé justement à cette idée de ne pas aller complètement au combat, parce que c'est ce qu'on apprend au judo, au karaté, c'est-à-dire à maîtriser cette agressivité et à un moment donné retenir son coup et justement se retirer. Et donc je pense que c'est automatique qui a fait que j'ai pu me retenir et maîtriser cette émotion-là. Mais je trouve que c'est intéressant. J'ai envie mais du coup j'ai envie de rebondir, si tu me permets, parce que c'est cette question de l'instant, c'est tout à fait différent. On parlait d'animaux aujourd'hui, j'ai une petite chatte Chanel, adorable, jolie comme tout, et excellente, plus qu'assistante, enfin je veux dire, parfois jalouse des patients. Et puis lors d'un déménagement, alors elle a aucun problème, un chat je n'en avais jamais vu, mais c'était simple, on voyageait ensemble, vraiment on n'avait pas... Et puis jamais posé de question de comment il fallait faire pour faire un pot avec un chat. Puis je déménage, et je vais à La Rochelle, et puis là, il y avait sans doute la fatigue, plein de choses qui ont fait que j'ai voulu bien faire. Je vais acheter une caisse chez le marchand de caisse à chat, nouvelle, parce qu'on me dit, tu n'as pas fait un petit cadeau pour elle, chose que je n'avais pas fait. Donc j'achète une nouvelle caisse, une espèce de luxurious, comme on dirait un carrosse anglais, donc elle s'en fout, elle ne veut pas y aller, elle pisse dans la baignoire. Alors je vais voir la dame, je me dis, mais écoutez, c'est normal, là il faut faire ça, il faut faire ça. Alors j'avais déjà soudain, donc elle m'explique qu'il fallait faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, des gestes très compliqués, j'essaie de le faire,
du Chanel, elle se tire. Et puis elle va pisser dans la baignoire. Alors pisser dans la baignoire, bon ça va, bon, au bout d'un moment j'avais marre, fatiguée et tout. Et il y a une tension qui est venue entre nous deux, alors qu'elle avait, bon je crois que ça avait 8 ans que je l'avais, on avait, c'était une histoire d'amour. Hein. Et réciproque, on ne se force pas, enfin on est là. Et puis j'ai vécu, et c'est là c'est très, très étrange, j'ai vécu une haine qui ne m'appartenait pas, de supprimer quelqu'un qui pouvait envahir mon territoire. Et c'est la première fois de ma vie, la seule fois, et je me suis rendue, ce que c'est, et pour moi c'était ce que c'est d'être un homme, pardon, je sais pas s'il y a des femmes, et moi, ben non, c'est souvent ce que j'avais vu, comme des gens, comme ça, une haine, cette capacité de détruire l'autre pour le territoire. Voilà, je l'ai vraiment vécu, et soudain je voyais que j'étais prête à m'en débarrasser, enfin, et puis je la voulais plus, et c'est la notion de territoire, moi, qui a bouché. Et voilà, juste pour, je ne sais pas trop comment dire, et en effet, c'est le jour où j'ai lâché, je dis ça va pas du tout, c'est pas ça. Et bien, dès le moment où ma pulsion, disons, meurtrière, c'est toujours cette pulsion de mort, pulsion meurtrière, je l'ai eue, alors qu'il y avait plein de fois, on me disait tout, on me disait, mais si, tu l'as bien eue. Je disais, non, je ne l'avais pas eue, je ne la connaissais pas du tout. Et on peut ne pas la connaître, hein, on peut ne pas la connaître. Ce jour où je l'ai connue, ça m'a fait mal, voilà, c'est ça fait mal et tout ça. Et en même temps, c'est génial parce qu'en fin de compte, je pense que le crime entraîne le crime. Et que, voilà, que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, c'est peut-être là, du coup, la paix, voilà, c'est la paix qui s'est imposée. Voilà, c'est ça, la paix s'impose, ce qui fait qu'il n'y a pas eu passage à la... Et du coup, tu as d'autres ressources. Voilà. Tu as d'autres ressources et puis les autres sont partent là. Et quelquefois en cabinet, en clinique, on a des patients qui disent ça m'ennuie, je ne pense qu'à tuer mon mari, ma femme, mes enfants, ou inversement. Mais en même temps, de le dire et de le formuler, ils ne le feront pas, mais ils ont envie, ils le disent, de dire j'ai envie de le tuer. Et finalement, c'est la parole qui est libératrice. Là. Mais non, mais ça c'est précieux dans les cabinets. Là. Ouais. Là, moi, j'ai une personne que j'en supervisais, elle me racontait comment ses patients lui disaient... Enfin, et puis après, je la vois, elle va très très bien. Je dis, ben oui, justement, elle dépose. Voilà. Elle dépose toute la haine. Ah oui, non, c'est... Voilà. Merci Virginie. Merci à vous en tout cas. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est qu'il y a Thomas qui va nous chanter quelques petites chansons là, peut-être si tu peux en faire plusieurs. Et là, vous avez